Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie, vous allez comment bien? ça va? Je vous ai quitté, vous n'aviez plus de voix. Oui, voilà. j'ai eu une semaine compliquée avec Christine, y compris vendredi. Je remercie d'ailleurs Christine Bouillot d'être là toujours. Moi aussi, pour ses petits conseils médicaux, de santé. Ça a été ma petite infirmière pendant que vous n'étiez pas là. Pas que, beaucoup de talent Christine Bouillot, et merci encore à elle de venir à chaque fois sur Sud, enfin elle est sur Sud Radio à Toulouse, et évidemment notre correspondante, mais d'être là à Paris quand il le faut. Dans un instant, on va recevoir Alex Darmon, que vous connaissez bien, auditeur de Sud Radio. Il est tous les vendredis avec Patrick Roger dans La Vérité en face à Éric Tegner, et il est producteur. Et ce soir sur Paris Première, une émission d'un nouveau genre, émission politique qui renouvelle le genre. Seul contre tous, c'est Éric Dupond-Moretti qui, le temps d'une soirée, va recevoir 4 invités. Il ne connaît pas leur identité et il va se retrouver face, entre autres... Il connaissait que les thématiques des débats. Il connaissait les thématiques, donc il aura Sandrine Rousseau, Sarah Knafo, Robert Ménard et Émeric Caron. Voilà, pour parler de chasse, de déconstruction, de féminisme. C'est très réussi, franchement. J'ai trouvé que c'était vraiment on va très, pouvoir très dire bien. à Alex, non seulement c'est plutôt réussi, mais c'est surtout un exercice intéressant parce que il a une intelligence de le faire en dehors de studio. Donc il y a un cadre comme ça, ils sont très près l'un de l'autre, ils sont dans un bar à vin et vraiment ça donne un programme vraiment différent. On va en parler avec lui, il arrive dans un instant, peut-être avec Éric Dupond-Moretti, ce sera l'invité surprise. On est un petit peu comme dans l'émission, on ne sait pas qui va arriver tout à l'heure, mais on commence tout de suite avec le zapping de ce week-end, Gilles. Sud Radio Média, l'instant zapping. Vous allez sûrement en parler dans vos débats, Valérie. Hier, les chaînes info étaient en boucle sur la large victoire de Bruno Retailleau face à Laurent Vautré, comme disent les... comme disent les cruels réseaux sociaux. Ils l'appellent Laurent Vautré maintenant. Du coup, BFM enchaîne. Je sais, mais vous me corrigerez. J'avais pas entendu. Non, mais comme vous faites souvent des erreurs... Allez, hop, mettez-moi un petit paquet. Bon, bim. Christine revient. Du coup, BFM enchaînait les réactions à tout va. Comme ça, alors écoutez bien, ça c'est formidable, parce qu'ils ont été voir Michel Barnier, qui en toute modestie, n'hésite pas à dire que si Bruno Retailleau a gagné, c'est grâce à lui, enfin. Oui. Merci Michel Barnier de vous arrêter à notre micro quelques secondes. Qu'est-ce que ça signifie l'arrivée de Bruno Retailleau à la tête des Républicains ce soir? La joie de tous ceux qui ont soutenu, j'en ai été... Bruno Retailleau dans sa démarche depuis le début, non pas contre Laurent Wauquiez, mais pour Bruno Retailleau. Je le connais bien puisque j'ai eu la chance de le compter dans mon gouvernement. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs que notre parti a commencé à connaître un certain renouveau. Des élus qui sont revenus, des militants qui nous avaient quittés, déçus, qui sont revenus. Beaucoup d'autres ministres LR qui jouent leur rôle, qui sont courageux, qui sont volontaristes pour être... acteur du destin de notre pays, non plus pas spectateur de son déclin. Donc c'est ça le choix que nous avons fait. Voilà, merci Michel Barnier. Bon, c'est bon, avance. Allez, ça passe largement. Braque. C'est pas drôle. Vous comprenez ce que je veux dire? Incroyable image. Ce voilier mexicain qui a percuté le pont de Brooklyn. Ça, on serait risible s'il n'y avait pas eu de mort. Vous voyez, j'avais prévu ma désannonce. Oui, évidemment, ça, on serait risible s'il n'y avait pas eu de morts et de nombreux blessés, parce qu'en fait, quand ce bateau avançait, les marins étaient sur les mâts du voilier. Reportage de TF1. Alors qu'il approche à grande vitesse du pont de Brooklyn, le bateau donne l'impression d'être en dérive totale. La collision est violente. Cuauhtémoc, navire école de la marine mexicaine, vient fracasser ses 3 mâts sur le plus célèbre des ponts de New York. Puis très vite, on aperçoit des marins, suspendus comme des marionnettes à ce qu'il reste des mâts. Comment se sont-ils retrouvés là? Certains perchés à 40 mètres de hauteur. On le comprend mieux avec ces images, filmées juste avant le départ. Lorsque le bateau parade, des dizaines de marins sont debout, harnachés sur les supports de voile. C'est assez étonnant. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils ont dû voir le pont arriver, j'imagine, de loin. Bien sûr. Mais le bateau dérivé, apparemment, oui. Il n'y avait plus de contrôle du bateau, mais ils auraient pu dire... Et les images sont magnifiques. C'est un bateau qui venait
enfin c'était un bateau magnifique, pas les images, mais c'est un bateau qui venait à la Grande Armada, avec les marins très spectaculairement posés sur la lumière, la façon dont il était allumé. Incroyable. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on a beaucoup d'images sur les réseaux sociaux. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que lorsqu'ils ont vu que ça dérivait, ils auraient dû prévenir les marins qui étaient harnachés de descendre. Bah oui, mais je pense qu'ils n'ont pas eu le temps, quoi. Ils ont vu de loin quand même qu'ils approchaient du pont. C'est très... Bon, en tout cas, c'était une image à retenir dans l'infomédia. Alors, c'est sûr qu'il n'aurait pas aimé d'avoir une petite statue de merde. Bernard Tapie, qui a toujours eu de l'ambition et des projets gigantesques, doit avoir sa statue à Marseille. Je ne sais pas si vous avez vu les images. Ça aussi, c'était pas mal sur toutes les chaînes. Eh bien, maintenant, c'est donc chose faite. Et son fils a vu les choses en grand. Et vous allez voir, il a un financier qui va peut-être vous surprendre, Valérie. C'est une statue monumentale, il n'y a pas que mon père, il y a 6 joueurs de l'équipe de 93 qui le portent sur leurs épaules et lui qui brandit le trophée de la Ligue des Champions. Une scène qui a existé le lendemain de la victoire. Elle est donc devant le stade Vélodrome. On peut connaître les dimensions de cette statue ? Oui, on a un socle qui fait en gros 1m20. Par-dessus, vous avez en taille réelle les joueurs, donc qui font, on va dire, en moyenne 1m80, donc ça fait 3 mètres. Et puis, vous avez ensuite le buste de mon père, les bras tendus, plus la Ligue des Champions, ça doit faire encore, disons, 1m50, donc elle doit faire 4m50 de haut. Donc c'est monumental. Ça, c'est vous qui aviez pris cette initiative de proposer cette statue avec des fonds privés. Beaucoup de gens sont venus, évidemment, pour financer cette statue. Donc vous, Pascal. Et oui, Pascal Pro a participé au financement de la statue. Voilà, ça c'est de l'info. C'est étonnant comme son. Donc il était très fier d'avoir mis de l'argent pour la statue. Donc vous l'avez vu, elle est portée par Basile Boli, par un tas de joueurs. Et la place maintenant s'appelle place Bernard Tapie, là où il y a le Vélodrome. Alors pour tous ceux qui ont vécu aux États-Unis ou au Canada, comme vous et un peu comme moi, c'est un beignet de Proust. Les fameux magasins Dunkin' Donuts qui vendent des beignets à toutes les couleurs. Beignets de Proust au lieu de Madeleine. Je ne vous ai pas repris. Je sais pas, parce que maintenant vous me reprenez à chaque jeu de mots. De toutes couleurs et de tous les goûts. C'est vrai que Dunkin' Donuts, c'est un peu une institution dans ces deux pays. Ils arrivent donc en France et le premier magasin a ouvert dans le deuxième. Une centaine de personnes qui patientent pour déguster les donuts d'une célèbre enseigne. C'est parti! Allez! Premier magasin en France pour le géant américain. Un événement que cet étudiant ne voulait pas rater. Sac de couchage encore à la main, il a fait preuve de patience pour être l'un des premiers à pouvoir déguster ses pâtisseries. Vous êtes arrivé à quelle heure ? 20h. Le concept américain s'est tout de même adapté au marché français, avec des recettes moins sucrées et des viennoiseries. Il y a une appétence autour de la culture populaire aussi américaine, à travers les séries, à travers le cinéma, les réseaux sociaux. Donc pour nous, c'était le bon moment de venir proposer notre concept. Et oui, c'était quoi votre parfum préféré ? Moi, j'aimais bien nature, juste glacé, sucre. Ouais. Moi, c'est le noix de coco. Très traditionnel, mais il y a, je crois, je sais plus si c'est dans le Parisien. J'ai vu ça ce week-end où il y a quelqu'un qui a testé les différentes enseignes de donuts. Parce qu'il y en a pas très bien noté Dunkin' Donuts. Ah bon, parce que c'est gras, c'est ça, plus gras que. Non, au goût, t'es juste au goût et. Moi, j'aimais bien quand j'étais au Canada, mais peut-être c'est pas la même recette. Il y en a des meilleurs, mais alors il faudrait que je les retrouve, Alors quand je dis deuxième, c'est deuxième à Paris. Oui, c'est Paris ça. Deuxième. Pour préciser pour nos auditeurs, ils ont l'idée d'ouvrir évidemment dans toute la France. Mais là, le magasin, parce que le deuxième, ça peut être à Lyon aussi. Ils vont ouvrir partout en France. Là, c'était à Paris le deuxième. Oui, exactement. Puis il y a une autre marque qui est Kimchi. Crispy, voilà. Crispy, voilà, je crois qu'on va retrouver ça. Une auditrice me dit, la statue de Bernard Tapie, elle est trop moche, comment on peut rater quelqu'un comme ça, on dirait une blague. Alors, ce qu'a dit son fils... Elle est assez moche, effectivement. Ce qu'a dit son fils, c'est qu'il avait été très dur avec celui qui a fait le sculpteur, et donc il l'a refait 3 fois, la statue de Bernard Tapie. Il aurait pu la faire 4 fois. En tout cas, c'est ce qu'il a dit sur CNews dans l'extrait que j'ai pris, qui suivait l'extrait avec Pascal Pro. C'est pas facile, effectivement, les statues. On se souvient de celle de Johnny aussi, qui était pas... Ah là là, Valérie, c'est la douche froide. Oui. Douche froide à l'Eurovision. Ah là là, est-ce que l'Europe serait fâchée contre la France pour pas voter pour nous ? Alors,
Les jurys nationaux nous ont qualifiés de la 3e place. Ça, très bien, on avait beaucoup de points, beaucoup d'espoir. Alors après, en effet, on a été un peu douchés parce que on nous a donné, quand il y a eu le passage avec les appels téléphoniques, ce qu'on appelle le télévote, 50 points. Ouais. Catastrophe. Alors, c'est possible. C'est terrible, hein, quand même. Alors on va se consoler. Hein. Enfin, sachez que la Suisse a eu 0 point. Hein. La Suisse qui avait une chanson un peu comme nous, un peu mélodique, une chanson à voix. J'ai pas compris, les 50 points, c'est les gens qui ont téléphoné. Ouais. Les points les appels sont transformés en points. D'accord. Oui, et puis il y a toute une polémique autour d'Israël aussi. Oui, qui a eu, on va en reparler tout à l'heure. Qui est arrivé en 2e place et le jury l'avait pas du tout bien classé, et c'est l'inverse en fait de ce qui s'est passé pour la France. Donc il y a eu une mobilisation téléphonique. Une audience, alors on peut se consoler avec l'audience, France Télévisions, 5 millions de personnes, c'est autant que Macron. Hein. Donc énorme score plus pour un prime. Non oui. Avec une part de 200 000, 5 200 000 de moyenne. Ça veut dire qu'il y a eu des pics à 6 millions. Même moi, j'ai regardé, vous vous rendez compte? Et une part de marché à 40%. J'ai regardé la fin surtout. Oui, quand elle arrivait, quand Louane arrivait. Ouais. Vous avez vu le gagnant, Gigi? Oui. Vous avez aimé? Non, je n'ai pas vu sa prestation. Vous n'avez pas vu l'Autrichien? Ah ben, écoutez-le. Bah oui, j'attendais, je comptais sur vous. Bah oui. Joli quand même. Oui. Stéphane, notre auditeur fidèle, dit l'audience a été boostée aussi par la fausse annonce de l'arrivée de Céline Dion. Alors ça, c'est... Alors, il y a deux choses. Soit c'est une fake news, et certains disent qu'ils ont vu le jet privé. Et l'autre news qui a été donnée, mais alors je dis ce que j'ai lu sur les réseaux, ça vaut ce que ça vaut. Apparemment, elle était prévue juste avant les votes, et elle a fait une crise. Vous savez qu'elle est malade, et elle aurait fait une crise en coulisses, et ce qui fait qu'elle n'a pas pu faire la prestation qui était prévue, mais... Ça, c'est ce que disent les réseaux. Donc, vous savez, les fake news et autres. Je pense qu'un jour, on aura un éclaircissement sur l'avenue de Céline Dion. Mais quand il y a eu l'annonce, ça n'a pas été démenti par l'UER. Hein. Ça n'a pas été démenti. Donc, c'était peut-être un moyen, effectivement, de faire monter, l'audience. Mais il a raison. Ça a dû jouer. Les gens ont dû regarder. Ouais. Bon, le Camille, notre autre auditrice fidèle, dit que Louane, la chanson, elle n'était pas. C'était une chanson émouvante. Elle était bien, la chanson de Louane. Elle était lente et pas fun, et que c'est vrai que le truc de l'Eurovision, c'est quand même un peu le délire. On se retrouve dans un instant avec Alex Darmon, producteur, qui vient nous parler de ce doc, de cette émission à ne pas manquer ce soir sur Paris Première. Éric Dupond-Moretti, seul contre tous. Restez avec nous, on va vous en dire plus. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média. Valérie Expert, Gilles Gansman, Radio Média. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est Alex Darmon. Vous êtes producteur. Vous avez réalisé un documentaire sur l'ancien ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Et ce soir, sur Paris Première, c'est une émission d'Éric Dupond-Moretti, seul contre tous, qu'on va pouvoir découvrir à 21h. Enfin, que vous allez pouvoir découvrir à 21h ce soir. Le temps d'une soirée. Donc, Éric Dupond-Moretti va se confronter va se confronter à 4 invités, 4 personnalités différentes dont il ignorait l'identité. Alors, racontez-nous un petit peu la genèse de l'émission, parce que le doc était déjà vachement bien, et là l'émission, moi je dois dire, on se connaît, vous venez dans l'émission Débat, et vous resterez d'ailleurs juste après. Je vous ai envoyé un mot hier pour vous dire que j'ai trouvé que l'émission était vraiment formidable, parce que ça renouvelle le genre de l'émission politique, en tout cas de débat de société. Et donc, on aurait bien aimé avoir Éric Dupond-Moretti avec nous, parce que je leur ai dit, moi, à quel point je l'ai trouvé vraiment formidable, vraiment très très fort, vraiment très très fort. Mais alors la genèse, c'est... Pour la prochaine, peut-être, s'il y en a une prochaine. Peut-être, ouais. La genèse, c'est quoi? Donc il y a eu le doc, vous l'avez suivi pendant 3 ans, vous avez tissé un lien particulier avec lui. Voilà, et pendant 3 ans, j'ai été embarqué dans sa vie de ministre, qui n'était pas une vie de ministre habituelle. On a créé une relation en se disant les choses en face à face, parce que quand vous suivez un homme politique pendant 3 ans, forcément,
surtout à ces postes-là. Vous créez des relations qui sont intéressantes. Et moi, j'ai toujours été intéressé, vous le savez, ici, par le débat politique, par la chose politique et par le fait de pouvoir la réinventer, cette chose politique, et pouvoir débattre autrement. Et cette idée, ça fait longtemps que je l'avais, en disant il faudrait faire des débats, des rencontres politiques entre des personnalités, mais directes, et dans un autre cadre, sans animateur, sans modérateur. C'est un risque qu'on a pris, d'ailleurs, avec tous les gens qui ont travaillé avec moi, parce que quelquefois, ça aurait pu partir en vrille. Ça voulait dire qu'il fallait d'abord bien briefer Éric Dupond-Moretti qui allait incarner ce numéro, et ensuite bien briefer les gens qu'on allait lui mettre en face de lui, parce que le concept pouvait marcher que comme ça, sur le fait qu'il s'écoute, et surtout qu'ils ne soient pas d'accord dès le départ. Oui, mais il n'y a pas de... ce sont des personnalités totalement opposées, enfin des gens qui ont eu des gros débats avec au Parlement, des vraies oppositions de fond sur des sujets de société comme la chasse, comme le féminisme avec Sandrine Rousseau, et à aucun moment ça part dans le pugilat comme on peut voir à la télévision. Et il y a vraiment un échange, une écoute entre eux, même si parfois on sent qu'Éric Dupond-Moretti il est un peu au bout du rouleau, en particulier face à Sandrine Rousseau et Émeric Caron. Mais le fait qu'il n'y ait pas d'animateur, je pense que c'est ce qui fait que chacun se... Je pense, c'est le fait qu'il soit très proche aussi, que ça soit en pleine nuit, en pleine soirée. Oui, voilà, que ça soit pas en studio, c'est-à-dire on est maquillé, on a tout un protocole pour faire de la télé. Là, c'est que ça se passe dans un bar, et on a l'impression que c'est deux potes qui discutent et qui sont pas d'accord, comme on peut l'être à table avec un ami. Et c'est ça que ça donne une vraie couleur. Mais déjà, la couleur, vous la donnez dès le début de l'émission. On va l'écouter. Comme tous les soirs depuis quelques semaines, Éric Dupond-Moretti quitte le théâtre après son spectacle. Avocat le plus connu en France de ces dernières années, il connaît ses dossiers. Il est têtu. Certains vous diront même qu'il est charismatique. Il aime débattre, mais surtout, il aime convaincre. En 2020, quand il devient garde des Sceaux, on s'y attendait pas du tout. Et en même temps, Éric, il a plusieurs vies. Avocat, comédien, ministre. Ce soir, il va encore essayer autre chose. Il va débattre avec des personnalités politiques dont il n'est pas du tout proche, et en plus, qu'il va découvrir en direct. Fallait que ça arrive un jour. Je suis ravi de vous revoir. Et pourquoi ça vous fait rire? Sacrée soirée pour moi. Je n'en doute pas. Asseyez-vous, je vous en prie. Éric ne laisse personne indifférent. Soit on l'aime, soit on le déteste. Ils avaient l'air impressionnés. Juste pour préciser, c'est la voix de Philippe Lelouch qui le met en scène et qui fait l'introduction de l'émission. Et qui nous éclaire un petit peu au cours de l'épisode, savoir ses réactions et voilà, comment il a réagi. J'ai trouvé que Sandrine Rousseau et Émeric Caron avaient l'air... Même Sarah Knafo, il n'y a que Robert Ménard qui avait l'air plutôt bien, mais ils avaient l'air un peu impressionnés de le rencontrer ou d'être face à lui. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez eu? Alors franchement, déjà, ils ont accepté. Oui. Ils ont accepté de venir débattre face à Éric Dupond-Moretti, alors même si lui ne connaissait pas l'identité de ceux face à qui il allait débattre. Alors ça, vous avez vraiment joué le jeu, il ne connaissait pas. Mais est-ce qu'à l'inverse, il vous a dit je ne veux pas d'un tel ou d'un tel? Est-ce qu'il y a eu des interdictions? Non, il m'a mis aucune interdiction. Après, franchement, c'est aussi le rôle d'un producteur de savoir que si vous lui mettez quelqu'un face à lui qui déteste vraiment, il va s'en aller. Oui. Bon, voilà. Il n'y a pas d'émission. Il n'y a pas d'émission et ça sert à rien. Donc, j'ai moi-même pris mes responsabilités. Il y avait des noms auxquels je pensais et après étude avec mon équipe, je dis non, ça on va pas essayer. Déjà là, c'était quand même assez élevé. C'était quand même des vrais des débatteurs. Non, mais je veux dire avec des gens qui avaient des positions totalement opposées. C'est pour ça que ça marche. C'est pour ça que ça marche, Valérie. C'est que chacun vient avec ses positions opposées. Ils avaient vraiment envie d'en découdre. Et pour répondre à votre question, est-ce qu'ils ont été impressionnés? Moi, je parlerai pas à leur place, mais quand vous arrivez face à Éric Dupond-Moretti dans un cadre qui n'est pas un studio télé, là où ils ont l'habitude de le faire, dans une ambiance qui est un peu plus feutrée, en face à face, vous allez passer une demi-heure, que vous connaissez Éric Dupond-Moretti pour ses joutes verbales et pour son talent oratoire, oui, vous pouvez être impressionné. Maintenant, moi, je reconnais le fait qu'ils aient accepté de venir débattre face à lui. Alors, qui a refusé? Est-ce que vous avez des gens, est-ce que vous pouvez nous le dire ce matin? Non, oui, vous savez, il y a des gens qui ont refusé. Alors certains pour de bonnes raisons, d'autres pour de moins bonnes, à mon sens. Ceux pour de bonnes raisons, je vais pas donner leur nom parce que ça servira à rien. Après, c'est quoi les bonnes raisons? Le fait qu'ils se voyaient pas dans ce format ou être opposés à Éric Dupond-Moretti ou en me disant que par exemple il y aurait pas assez de différence dans les propos. Donc ça, je vois des gens qui lui ont, je vais pas employer le mot, mais qui lui ont taillé des costards. Oui,
taillé des costards. J'ai sur la gueule. Non, mais pardon. Vraiment de façon, je pense à CNews par exemple, où il est vraiment, ou à Cyril Hanouna, ou des gens comme ça avec qui il y avait vraiment une animosité. Est-ce que vous avez tenté d'aller sur ce terrain-là ou pas? Oui, on a invité des personnalités de CNews. Alors il y a eu certains qui m'ont même pas répondu, d'autres qui m'ont répondu, qui ont accepté, je donnerai pas des noms, mais pour vous dire en gros qui ont accepté de venir et puis finalement qui sont revenus sur leur accord plusieurs semaines à quelques jours du tournage, donc ça nous a foutu un peu mal. Donc oui, on a essayé d'inviter ces personnalités de CNews pour le débat, parce que c'est intéressant. Bien effectivement, sûr. Vous le dites, ils lui ont taillé des costards pendant des années et c'était le moment. Donc c'était l'occasion d'être face à lui. Exactement. Et de pouvoir régler les comptes. Et on a invité aussi, je le dis, Jordan Bardella, parce qu'il dit dans une interview. Il s'attendait à l'avoir face à lui. On l'a invité, on a eu un premier échange et il n'y a pas eu de suite. Donc voilà. Alors on sait que donc vous avez fait un documentaire, que ça a pris 3 ans, donc vous êtes proche. Je pense que désormais on peut le considérer comme un ami. Est-ce que le danger, est-ce que dans ce qu'on voit, est-ce que ami vous employez le, est-ce qu'on peut être ami avec Éric Dupond-Moretti? Non, mais j'espère qu'il n'écoute pas. Non, mais ami non, parce qu'on a des relations de travail. On a travaillé ensemble pendant 3 ans. Moi je lui reconnais une chose, c'est qu'il m'a jamais embêté. Avec ni le documentaire que j'avais réalisé à l'époque avec Mathieu Marès-Savelli, il nous a jamais embêté pour le voir avant, en nous mettant des lignes rouges. Quand il y avait des lignes rouges à mettre, il les mettait pendant le tournage et après on était libre et on a fait le film qu'on voulait. Là, c'était exactement pareil. Oui, mais là, est-ce que le danger, c'était pas le montage par rapport à ce qu'on voit entre l'entretien avec Aymeric Caron et les différentes personnalités? Combien vous avez enlevé du temps au montage, ou est-ce qu'on a l'intégralité? De favoriser, oui, c'est ça. Ça, vous savez, moi j'ai une déontologie, je pense que depuis plusieurs années ça se voit dans mon travail. Mais c'est le danger. Non, mais c'est un danger. De toute façon, quoi qu'il arrive, quand vous faites ce métier d'audiovisuel, le danger, c'est de se dire qu'on est, c'est le montage et qu'on est influencé. Franchement, je ne crois pas avoir été influencé. Pour répondre à votre question. En temps réel, oui. En temps réel, on a tourné avec Sarah Knafo. Je crois qu'on a tourné 32 minutes. Il en reste 24 à la fin. D'accord. Avec Sandrine Rousseau, c'est celle avec qui on a tourné le plus longtemps. C'était environ 48 minutes. Il en reste 29 à la fin. Après, avec Aymeric Caron, je crois qu'on a gardé dans l'intégralité quasiment. On a dû enlever 3-4 minutes. Mais vous avez tourné dans les conditions du direct. Quasiment les conditions du direct. De toute façon, quand vous tournez sur une journée, vous êtes obligé quasiment de tourner dans les conditions du direct, parce que c'est aussi ça, Éric Dupond-Moretti. C'était ma deuxième question. Il a fait les 4 en une journée. Il a fait les 3 en une journée, et le dernier, on l'a fait le lendemain, parce que c'était avec Robert Ménard, parce que Robert Ménard voulait absolument débattre et participer, qui ne pouvait pas être à Paris le jour J, donc on a réussi à décaler le lendemain. Et l'autre question, toujours coulisses, est-ce que les autres sont restés? Est-ce que, par exemple, je vous ai dit que j'avais plein de questions. Est-ce que Sarah Knafo a vu les autres interviews? Ils sont pas restés. Non, ils sont pas restés. Comment ils étaient après l'interview? Inquiets, contents? Non, franchement, je les ai pas sentis inquiets. Ils ont, pour certains, discuté avec Éric Dupond-Moretti. C'était assez savoureux. C'est ça qu'il aurait fallu filmer, ce que vous êtes en train de dire? Non, parce que c'était un débrief, et parce que vous savez, Éric Dupond-Moretti, ça a quand même été un ministre de la Justice qui est resté 4 ans et demi, qui a eu quand même une longue période de ministère régalien. Et là, c'est vrai qu'on le retrouve un peu autrement. Il y a toujours cette volonté, et je le comprends, c'était son choix, de défendre ce qu'il a fait pendant plusieurs années, et en même temps avoir une liberté de parole, une liberté de ton qui, je pense, on la retrouve dans ces échanges. J'imagine qu'ils partagent pas un verre de vin parce que c'est la loi sur l'alcool à la télévision. Mais est-ce que quand les caméras sont coupées, ils prenaient un petit verre de vin? Non, il est très professionnel sur le plateau. Très professionnel sur le plateau. Il n'a pas profité du lieu. Alors, il n'a pas profité du lieu. Non. Il ne le dira pas. On va marquer une petite pause et on se retrouve dans un instant avec une question de Stéphane qui nous dit: est-ce que le regard de ses invités ont changé sur la personne de Dupond-Moretti? On y revient dans un instant. J'ai des extraits, allez. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média. Valérie Expert, Gilles Gansma, le supplément média. Le supplément média avec Alex Darmon, que vous connaissez, fidèles auditeurs de Sud Radio. Alex Darmon, producteur, débatteur également. Vous avez une chaîne de débat politique sur YouTube, Les Indécis. Vous avez produit un documentaire, réalisé un documentaire sur l'ancien ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Et suite à cette rencontre, on peut dire que c'est une vraie rencontre entre vous deux, vous avez imaginé cette émission qu'on va pouvoir découvrir sur Paris Première ce soir à 21h.
Éric Dupond-Moretti seul contre tous. Je rappelle pour ceux qui nous rejoindraient que le temps d'une soirée, Éric Dupond-Moretti dans un café, enfin dans un bar, restaurant, va être confronté à 4 personnalités qui sont Sarah Knafo, Sandrine Rousseau, Aymeric Caron et Robert Ménard, donc des gens qui ont des convictions, oui, sacrée soirée comme il dit, des gens qui ont des convictions très fortes, qui sont souvent opposés à lui. Moi j'ai un regret, c'est que ce ne soit pas diffusé en clair, ce que m'a dit ma mère ce matin qui n'a pas Paris Première, que ce soit pas sur M6. Sur M6+, ça sera que pour les abonnés de Paris Que pour Première. les abonnés, mais c'est vrai que c'est une émission, encore une fois, je le dis, qui renouvelle le genre. Il n'y a pas d'animateur, c'est la personnalité rentre. Vous nous jurez, vous me l'avez juré, qu'il ne connaissait pas l'identité des 4 personnes qui se sont retrouvées face à lui. Il connaissait les thèmes. Je vais même vous raconter une anecdote. Le ministre Éric Dupond-Moretti m'a posé plusieurs questions sur les invités. Il était un peu stressé et voilà, donc parce que c'était pour lui aussi un nouveau genre. Il a toujours été confronté à des gens face à qui il allait débattre et je suppose c'était donc une préparation pour lui qui était différente. Voilà. Alors, il y a une vraie modernité. Oui, il y a une modernité. Je vous ai dit, je vous ai envoyé un petit mot hier en vous disant que j'ai trouvé ça assez formidable, que je trouve que dans la réalisation et dans le timing, c'est-à-dire qu'il y a le temps du débat, il y a le temps de parler, on s'écoute même si on n'est pas d'accord, et que ça donne une autre image de la politique. Et dans les 2 camps d'ailleurs. Et je l'ai pas regardé en accéléré. Ce que je fais parfois. C'est bon signe. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est ni frustré. Peut-être Robert Ménard, j'aurais aimé le voir un petit peu plus longtemps parce qu'il y avait pour le coup un échange un petit peu plus constructif. Parfois, effectivement, le débat face à Aymeric Caron, je ne sais pas si vous avez des extraits. Moi, j'ai éclaté de rire quand il lui dit à un moment. C'est l'extrait que j'ai adoré. Puisque vous me l'avez demandé. Oui. Je suis à vos ordres. Oui. Et puis, il y a vraiment aussi la personnalité de Dupond-Moretti qui a une gouaille, qui a un caractère aussi qui fait que le programme prend du volume avec Dupond-Moretti. Écoutez-le face à Aymeric Caron. On va commencer par une question simple. Quel est le plaisir que vous trouvez à tuer un animal qui aurait continué à vivre tranquillement son existence si un humain n'était pas intervenu pour l'arrêter? Le manger. Mais d'abord, je voudrais vous dire que moi, je ne suis pas un sectaire. Alors, je ne vais pas jusqu'à dire, moi, je ne suis pas un sectaire, contrairement à vous. Ça, vous l'avez déjà dit. Oui, alors, vous l'avez écrit. Si vous voulez que je le redise. Non, je n'ai pas dit. Peut-être vous pouviez vous amender et vous dire que vous avez écrit trop vite. Oui, mais vous aviez parlé trop vite. On va y revenir si vous le voulez bien, parce que j'ai la mémoire de ce que j'ai écrit. Ouais. Bon, d'abord, Monsieur Caron, moi, pour dire les choses très clairement, je ne vous emmènerai jamais de force à la chasse. Mais je revendique la liberté de pouvoir y aller. C'est ma conception de la liberté. Comme la corrida. C'est le même argument que vous utilisez. Alors, ce qui était intéressant dans cet échange et durant tout l'échange, vous savez quoi? Je suis pas du tout pro Aymeric Caron, mais j'ai découvert en fait son discours, et son discours était plutôt construit sur la moralité. C'est-à-dire la moralité de tuer un être vivant et d'avoir une supériorité sur un être vivant, l'animal. Ensuite, on verra, il y a des discours sur le cochon qui est proche de l'homme. C'est vrai qu'on peut se faire greffer. Non, mais c'est vrai. Moi, j'ai découvert Aymeric Caron. Non, pourquoi vous rigolez? Parce que j'ai trouvé ça idiot. Ah ben non, j'ai trouvé ça idiot. Je veux dire, j'ai trouvé ça. Moi, j'ai trouvé ça idiot. D'avoir une morale par rapport aux animaux. Non, mais de mettre sur le même plan. Il dit vous mangerez pas votre chien. Bah oui, mais c'est complètement con. Enfin, non, c'est pas con. Dans ce cas-là, vous ne tuez plus de moustiques non plus. Il a révolté. Mais non, c'est pas autre chose. C'est tout le vivant. C'est que dans ce cas-là, je veux dire, c'est que c'est absurde dans le raisonnement. Il y a pas. C'est ça qui est un petit peu compliqué. On est en train de se refaire le débat. Ça veut dire que ça marchait, que ça marchait. Mais de dire est-ce que vous mangeriez votre chien, enfin c'est complètement. C'est ça en fait. Après c'est ça que je cherchais en tant que producteur quand je dis à Aymeric Caron de venir débattre sur la chasse et indirectement le bien-être animal. Je cherche à ce qu'il vienne exposer son discours, l'expliquer et échanger avec Dupond-Moretti. Moi je n'avais jamais entendu parler de la morale. Oui, mais justement ils n'ont pas du tout chose de moral. La même. Oui, mais ça a évolué. Ça a évolué par rapport à avant, et c'est là où on voit aussi qu'ils se sont préparés et qui sont venus les inviter avec leurs arguments et leur travail, leurs travaux. C'est intéressant. Mais il y a on sent, je vous disais que vous auriez peut-être dû l'appeler mettez-vous d'accord, on sent qu'ils peuvent pas se mettre d'accord. Non. C'est-à-dire que le reproche que je ferais, c'est sur la séquence de Sarah Knafo où il s'envoie des chiffres à la figure et on ne sait pas qui a raison. En fait, il n'y a pas de, il y a pas finalement, il a raison, elle a raison. Et là, on est un petit peu exclu du truc. On retrouve le débat politique habituel.
c'est le seul reproche que je ferais après avec Sandrine Rousseau. On sent qu'il n'y a pas de, c'est deux avions qui se croisent, quoi. Il n'y a pas de rencontre possible parce que. Mais justement, il n'y a jamais eu de rencontre possible. Ils se sont jamais rencontrés lorsque l'un était ministre de la Justice et elle députée. Et je trouve que rien que ça, c'est une réussite sur le programme. Bien sûr. Le fait d'avoir réussi à les mettre tous les deux à chaque fois autour d'une table. Par rapport aux chiffres, vous savez, les chiffres, c'est une interprétation qui est personnelle à chaque fois, à chaque personnalité politique. Il y a des chiffres qui sont officiels. Ce que dit d'ailleurs Éric Dupond-Moretti face à Sandrine Rousseau, c'est que les chiffres sur les viols, malheureusement, ne sont pas vérifiables. On sait qu'il y a eu plus de... Oui, parce qu'il n'y a pas de plainte. Donc il n'y a pas de plainte, voilà. Donc après, nous, on n'est pas une chaîne d'infos. C'est cette production que je dirige. Paris Première ne fait pas le choix à ce moment-là. Et ce que je comprends, pour pas vouloir polluer le débat, de mettre des chiffres et des vérifications, on fait un choix. Nous, c'est de dire éditorialement, on ne met pas de modérateur. C'est pour les laisser échanger. Après, libre à chacun d'aller vérifier et d'être d'accord ou pas avec les chiffres qui sont annoncés. Voilà. Après, à la fin, ils auraient pu se mettre d'accord sur un truc pour mettre un peu d'enjeu. Vous savez, Sandrine Rousseau... Ça aurait pu être drôle. Oui. Je suis d'accord, mais Sandrine Rousseau reconnaît quand même au ministre de la Justice le fait qu'il ait avancé sur les violences conjugales. Oui. Et elle lui a avoué qu'elle buvait de temps en temps une bière au boulot. Comme Emmanuel Macron. Sur la féminité toxique. Sarah Knafo dit quand même qu'elle a admiré pendant longtemps Éric Dupond-Moretti avant qu'il devienne ministre. Et donc c'est ça, déjà, je trouve que ça ajoute aussi quelque chose. Des choses essentielles, qu'il passe l'aspirateur, Éric Dupond-Moretti. Moretti passe l'aspirateur. Voilà. On en apprend plus. Et qui boit une bière. Qui boit une bière de temps en temps quand il passe l'aspirateur. Après, oui, voilà. Pendant le ménage. On en apprend aussi avec Aymeric Caron, enfin en tout cas, de la part d'Éric Dupond-Moretti, sur cette passion qu'il a pour la chasse. Voilà. Je vous propose un petit extrait autour du barbecue et de Sandrine Rousseau. Et je voudrais vous poser une dernière question. Si je vous invite un jour à un barbecue, et que je décide, moi, de prendre le risque de me brûler les pattes, plutôt que de vous demander à vous d'aller poser la viande et d'être atteinte par la chaleur de la braise. Vous y voyez quoi? Un signe de masculinité toxique ou un peu de galanterie? J'y vois le fait que aujourd'hui, la consommation d'une viande rouge saignante est utilisée par les réseaux masculinistes pour se reconnaître les uns les autres. Et qu'en fait, Trump, par exemple, a commencé son ascension. Non, mais quand Trump a commencé son ascension, il y avait la manière de se retrouver autour de Trump. Je parle de vous, de mais moi, non, on s'en fout pas, parce qu'en fait, c'est la même manière d'être au monde. C'est-à-dire que les soutiens de Trump se prenaient en photo devant une entrecôte saignante, devant un barbecue. Toutes les études sociologiques montrent que le fait de consommer du sang comme ça alors des merguez. Mais vous faites exprès, en fait. C'est-à-dire que là, à un moment, moi je vous dis, la consommation de viande elle est 2 fois plus importante chez les hommes que chez les femmes. Il y a plein de gens qui nous regardent et qui se disent, mais qu'est-ce qu'on fait de mal quand on se met au barbecue et qu'on fait ça pour éviter que nos compagnes, nos amis se brûlent les doigts? Non mais c'est marrant. Oui. C'est marrant et ça a le mérite aussi d'être abordé. Je pense pas qu'Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, aurait pu avoir un débat sur le barbecue alors que ça intéresse les Français en réalité. Et vous disiez, vous avez découvert Aymeric Caron sur le fait de la discours moral et tout, son discours moral. Moi je trouve que Sandrine Rousseau elle est cohérente dans son discours aussi. Qu'on soit d'accord ou pas, elle est cohérente dans son discours et d'ailleurs Éric Dupond-Moretti lui dit je reconnais votre cause, c'est l'excès quelquefois qui me gêne. Oui, alors ce qui est aussi fantastique dans l'émission, c'est le contre-champ sur Éric Dupond-Moretti qui des fois lève les yeux au ciel. J'ai mis dans mes notes. Face à Rousseau, il a du mal à se contenir. Oui, c'est vrai, mais si vous regardez, c'est un personnage, quoi. C'est pour ça que ça marche. C'est quelqu'un de clivant avec des thématiques qui sont fortes. On aurait pu en faire 12 des thématiques. Mais est-ce qu'il y en aura d'autres? C'est la question. Je sais pas. Ça, il faut demander à la chaîne. En tout cas, on demande. Nous, on demande à Paris Première d'en avoir d'autres. Avec lui, avec d'autres personnalités éventuellement. Franchement, pourquoi pas avec d'autres personnalités au moment de période électorale, ça peut être intéressant aussi de voir des candidats devoir s'exprimer sur des sujets auxquels ils sont pas forcément préparés ou pas. Mais après, vous savez, Éric Dupond-Moretti, il a accepté aussi parce que il a cette capacité à aller débattre. Il connaît, voilà. Je pense pas que tout le monde pourrait le faire et tout le monde accepterait. Donc à voir. À la fin de l'émission, il résume assez bien l'époque. À un moment, il dit l'époque est obscène mais il dit tout est
complexe aujourd'hui. Il y a une grande radicalité et on va souvent, qu'on entend des uns et des autres un cortège de solutions simplistes. Et justement, c'est ce que ça résume l'émission en fait, qui est de dire, bah oui, aujourd'hui tout est compliqué, on va très vite, il y a qu'à Faucon, et là, ça permet de se poser, d'écouter, d'entendre des échanges, encore une fois sur la longueur d'une 30aine de minutes. Et c'est plutôt. Et on n'a pas parlé de Robert Ménard parce que finalement, Robert Ménard, c'est peut-être celui qui est le plus d'accord avec lui. Oui, il est venu en pote. Alors il est venu en pote, mais pas avec la prod, parce qu'il a abordé un sujet qui n'était pas prévu. Ah oui. Oui, le premier sujet sur pourquoi vous parlez pas aux gens d'extrême droite. Oui. C'était pas prévu. Et il a commencé, et c'est pour ça que aussi les vidéos sont bien, parce qu'elles peuvent ramener quelquefois le débat sur celui qu'on avait choisi en premier. Mais au final, je trouvais que ce débat était très intéressant, parce qu'ils n'étaient pas d'accord, mais ils se parlaient calmement, avec un vrai échange et un vrai débat d'idées. Donc ça me fait plaisir ce que vous dites sur le fait qu'il y a du temps long, et c'est vraiment ce que j'ai voulu ramener, parce qu'on est dans la société de l'immédiateté, les chaînes d'infos, et c'est important aussi, on en a besoin, attention. Mais c'est vrai que quelquefois on a envie de plus essayer de comprendre, d'être embarqué, de pouvoir débattre et de se mettre à la place de quelqu'un. Et il n'y avait pas d'agressivité. Avec Robert Ménard ou en général? En général, dans toute l'émission. Dans toute l'émission. Alors qu'on était quand même sur des gens très, très clivants, que ce soit Éric Dupond-Moretti ou ceux qui étaient face à lui. Et il n'y a pas d'agressivité, il y a de l'humour, il y a de l'humeur. Il y a de l'intelligence. Non, formidable. Formidable émission ce soir à découvrir. Sur Paris Première, 21h. On espère qu'ils la mettront peut-être sur M6. Parce que c'est après, bravo à Catherine Chauffeur d'avoir fait ce pari. Fait ce pari, absolument. Franchement, c'était pas gagné d'avance, le fait de dire qu'il n'y aurait pas de modérateur et que vous ramenez Éric Dupond-Moretti dans une arène entre guillemets. Bravo à Paris Première et bravo merci au réalisateur aussi, parce que c'est extrêmement bien réalisé sur les chants, les contre-chants, les valeurs de plan. Nous, on est aussi dans cette intimité-là. Il n'y a pas de plan large, Dieu merci. Et c'est vraiment réalisé intelligemment. Merci à vous. On se retrouve dans un instant pour les débats et vous restez, Alex, en plateau. À tout de suite. Oui, on vous jette. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.